Honorable, nous avons été approchés par les ressortissants de la province de la Gande orientale qui nous ont surpris par les allégations qu'ils ont faites contre la mafia qui sape les efforts de fond de la province et risque d'aggraver beaucoup de choses. Vous, en tant que notable de cette province, nous vous approchons pour requérir vos vues. Et j'ai dit à ceux qui nous suivent que par moment, nous gérons de conséquences sans vouloir traiter de causes. L'insécurité que nous trouvons aujourd'hui dans beaucoup de parties de nos provinces sont parfois encouragées par certaines attitudes malheureuses qu'adoptent certains cadres politiques. Lorsque vous vous attaquez aux institutions économiques comme Sokimo, qui est le poumon économique d'un espace comme celui-là, je crois que vous ne pouvez que escompter les conséquences que nous avons aujourd'hui. Honorable, qu'est-ce qui se passe dans cette société partant de la réforme des entreprises publiques qui avait transformé ces entreprises en entreprises commerciales? Il semble que le carré million a été dilapidé. Il y a eu même une menace de disparition totale de cette société et le revenu ont été partagés entre amis et qu'il y a eu une grogne vraiment au niveau de la province et que le peuple vous interpelle et interpelle le chef de l'État et toutes les autorités pour une session rapide. Avez-vous des informations sur ces dossiers? Oui, bien sûr. Je suis fils du terroir. Oui. Moi, je suis notable de l'Ituri, de la grande province orientale. Je souhaiterais vraiment que le président prenne des décisions courageuses pour ce problème précis que vous abordez. J'inviterai aussi les Ituriens à être comme un seul homme pour soutenir une décision courageuse qui pourrait être prise par le chef de l'État. En effet, vous avez parlé de Sokimo. Nous avons vu Sokimo s'effondrer comme ça. Je vous dis, lorsque le blanc a quitté Sokimo, le premier noir qui était laissé comme directeur général de Sokimo, il s'appelait Okumu. Il y avait une réserve d'or de plus de 30 kilos à Sokimo. Dans la politique de la gestion de Sokimo, servait de couverture en cas de crise. On pouvait poser pour couvrir certains déficits budgétaires de Sokimo. Je pense que c'est le deuxième après Okumu, un certain Mutombo, qui était envoyé d'ici. C'est lui-là. La première chose, c'est de bousiller cette couverture. Toute cette réserve de Sokimo qui était là, ça a été bousillé à moins de temps. Sans conséquence, sans voir exactement comment l'entreprise survivrait. Non. Pour lui, on était comme si il était envoyé avec l'unique mission de saper la société. Les archives sont là. On peut retrouver les noms de ce monsieur-là et tout ce qu'il a fait. Nous sommes dans le régime de Mobutu. Et il s'est succédé la prédation, le pillage de l'entreprise par l'État lui-même. Je ne pèse pas, je n'hésite pas de vous dire qui je dois doiter. C'est l'État lui-même qui avait organisé la destruction de l'entreprise jusqu'à ce que, en 2008, lorsque pour soi-disant des réformes réactivées, il faut passer des entreprises publiques de l'État aux entreprises commerciales, et ça a été piloté. La ministre des portefeuilles est encore là. Janine Mabunda. C'est elle qui a piloté ça. Et aujourd'hui, qu'on
qu'on lui fasse évaluer plutôt sa réforme, les résultats de sa réforme. Et après elle, je sais qu'il y a, je ne sais pas, Louise ou qui là, qui était aussi ministre des Projets, une dame. Elle aussi, elle peut apporter sa contribution pour que finalement le peuple sache clairement à quoi servit cette réforme. À quoi servit cette réforme. À tuer les entreprises ou à les aider à se relancer. Pour ce qui concerne le Sokimo, 80% de la concession de Sokimo avait été privatisée, disons vendue aux entreprises privées. Et 20% étaient restés. En 2011, 3 années après seulement, on prend les 10%, on les vend à Barrick Gold. Vous imaginez? Et ça avait produit presque 130 millions de dollars, si j'ai bonne mémoire. Mais, au lieu que les 30 millions de dollars soient reversés à la société pour sa relance, non. Sokimo doit des taxes, redevances à l'État, etc., etc. On prend une affaire de 110 millions sur 130. Sur 130, et puis c'est ici, à Kinshasa, que cela va c'est dilapidé. Oui. Et on envoie à Sokimo 10 millions. Nous avons même dit, Sokimo, dans ces cas, les 10 millions, vous allez, avec ça, votre laboratoire se trouve à Bambou. Et c'est là où il y avait, disons, tout ce qui faisait que Sokimo puisse s'organiser, se trouver à Bambou, pas à Bunia, ni à Kinshasa. Mais la direction générale de Sokimo se trouvait à Kinshasa, ici, à Gombe. Et on rappelle les 10 millions, on commence à acheter des véhicules pour tel chef de service, etc., etc. Pendant que l'outil du travail n'a bénéficié d'aucun rond de tous les 130 millions. Vraiment, sincèrement. Et on va louer une maison pour héberger la direction de Sokimo à Bunia. On laisse les bâtiments qui appartenaient à Sokimo à Bambou, on les laisse dans l'état de délabrement tel qu'ils sont. On ne sait pas, c'est quelle sorte de gestion on n'a pas compris. Les caucus des députés de l'Ituri, des sénateurs, a beau dénoncer cette histoire-là, mais c'est resté sourd d'oreille. Comme s'il y avait un complot étatique comme s'il y avait un complot sur la société. On ne peut même pas dire comme si. On peut même affirmer qu'il y a un complot de l'État sur la société. Tenez, tout cela s'est fait avec le PDG Bafwa, paix à son âme. Mais le PDG en juin, Vamwiti, il est encore là. L'IGF, vous pouvez l'interroger. Oui, parce que c'est des millions. C'est des millions. D'abord, le revenu de vente de 80%. Des carrés miniers. On ne sait pas c'est parti. On ne sait pas c'est parti comment, les pas de portes, etc. On a quand même le chiffre. Ouais. On sait comment ça se passe. On ne sait pas comment c'est. L'IGF aujourd'hui là peut ouvrir une enquête et puis. Peut ouvrir une enquête à ce sujet. Pour connaître la Janine Mabunda est là. Oui. Vamwiti est mort. Vamwiti est vivant. Oui. C'est seulement Bafwa qui est mort. Oui. Et puis Louise qui a succédé à Janine Mabunda, elle est là. Oui. Il devrait dire à l'IGF. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent-là? Bon, comme si ça ne suffisait pas, on veut initier une action pour vendre les 10% restants. Et liquider pour du bon. Et liquider pour du bon. À ce moment-là, c'est un fils du terroir qui était le PDG, le professeur Opio, il est ici à l'Unikine. Mais on a qu'à lui poser la question, pourquoi il a refusé de signer les contrats de vente de 10% des restants. Et tout cela ne se fait pas. Pourquoi? Parce que moi, je soutiens qu'il y a eu un complot de l'État contre la liquidation du... Mais comme conséquence, Sokimo n'était pas simplement la production de l'or. Sokimo avait des cantines pour prendre en charge
ces travailleurs. Sokimo avait des écoles pour prendre en charge l'éducation, la formation des enfants des travailleurs et de la communauté aussi. Et de la communauté afin de préparer l'avenir. Oui. Mais tous ces enfants qu'on a formés sont aujourd'hui. Sont où? Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas dans les groupes armés là-bas à Kinshasa, dans la région minière? Oui. Ils ont trouvé que non, ils ne peuvent pas commencer à être vilipendés après leur formation, après que il y a des 30 mois, des 40 mois, même des 60 mois d'impayés à ce qui concerne le Sokyo. Alors les enfants ont décidé de prendre les armes pour réclamer le fisc et leurs droits. Alors que les Chinois, souvent qui ont racheté ces sociétés, ont besoin d'une sécurité, d'une main-d'œuvre pour l'exploitation. Tout à fait. Oui. Et puis, ces sociétés, ces concessions, ces carrés miniers vendus aux Chinois, ces carrés sont protégés par la garde républicaine, et les FARDC. On les trouve avec des fusils, des mitrailleuses automatiques en train de garder les Chinois qui exploitent. Et il faut quoi? Bon, non, nous sommes ici pour l'exploitation artisanale. Mais vous les voyez avec des excavateurs, des machines, des dragues sophistiquées qui draguent les lits et prennent de l'or, personne ne contrôle. Il paraîtrait qu'il y a au moins 300 à 400 dragues dans les rivières et les ruisseaux du territoire. Et tout ça c'est artisanal. On dit tout ça c'est artisanal. Moi je dis non, ce n'est pas artisanal, c'est plutôt industriel ou semi-industriel. Alors, je pense que si les chefs de l'État prenaient une décision courageuse de pouvoir remettre de l'ordre dans les carrés miniers de la province de l'Ituri, je pense que, en tout cas, au moins une bonne partie de la solution à ces conflits armés serait trouvée par là. Comme si cela ne suffisait pas aussi, monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire, il y avait, depuis l'unification de la République, une entreprise appelée Monafrica. La fameuse entreprise. Qui était dans la concession minière de Sokimo, précisément, à ce que l'on appelle Nzane Akodo. C'est en tout cas un site minier qui a produit énormément de l'or à l'époque de Blanc. Et l'or est maintenant en profondeur, il paraît que là c'est vraiment une grande quantité d'or. Mais l'entreprise a rusé l'État congolais. Je pense que l'État s'est fait ruser parce que l'entreprise était une entreprise appartenant aux grands politiciens congolais ici à Kinshasa. Comment? Depuis ce temps-là, il y a normalement la phase de prospection, il y a, je ne sais pas, la phase d'exploitation et la phase de l'exploitation. Mais l'entreprise est restée dans la phase de la prospection. C'est qu'elle ne devait pas exploiter jusque-là. Elle ne faisait que rechercher. Mais entre-temps, des petits porteurs venaient atterrir là-bas à Nzani et transporter des sacs, des tonnes et des tonnes vers Kampala, vers l'Afrique du Sud. Toujours sous le permis de recherche. Sous le permis de recherche. Voilà. Mais on s'est dit, mais si vous cherchez quelque chose et que vous ne trouvez pas, pourquoi vous continuez à engager des moyens colossaux? Et ce que vous envoyez par petit porteur en Ouganda, vous l'avez eu ou parce que vous n'avez pas encore commencé à exploiter? Voilà. Ça, c'est une question. Une autre question. Vous vous dites qu'il n'y a rien. Oui. Vous n'avez rien trouvé. Mais comment votre permis, votre certificat de concession de Nzane Akodo, vous arrivez encore à les vendre à une autre entreprise? Est-ce que ce n'est pas vous-même qui changez simplement le nom d'entreprise pour dire que
Ça, oui. Pour échapper au contrôle de l'État. Pour échapper à la vigilance de l'État. En telle enseigne que, après avoir fait ces jeux plusieurs fois, un groupe de politiciens de haut rang, ici à Kinshasa. On nous a communiqué leur nom, mais pour besoin de déontologie, nous ne voulons pas le... Nous allons taire leur nom. Mais à la rigueur, si ça persiste, on si, mettra la place publique. Si l'IGF ne peut pas prendre la situation en main, oui. Si le Parlement dans sa commission ECOFIN ne peut pas prendre leur... Nous allons cette fois-là donner leur nom. Comme ça, l'officier du ministère public qui recherche les informations peut se saisir des dossiers. Parce que nous disons trop c'est trop. Comment le certificat de Nzani Akodo peut se retrouver à Freeland First Bank pour une affaire de 22 millions de dollars? Qui ont servi à quoi? Qui ont servi à quoi? Pendant et c'est parti où? Est en difficulté aujourd'hui. C'est parti où? Les formations courent partout. Tous les notables de l'Ituri connaissent ça. Mais personne n'a le courage de dire ça haut et fort. On aura précision pour nous, ceux qui nous suivent. Oui. Il y a un groupe de politiciens en fonction, oui, au gouvernement et dans certaines institutions politiques, oui, qui se sont organisés pour aller contracter un découvert bancaire de 22 millions de dollars. De plus ou moins comme ça. Oui, à la banque Afriland. Oui. Et ils ont donné en hypothèque le certificat de la société. Tout à fait. Et aujourd'hui, quelle est la conséquence quand on sait que ça va générer des intérêts et que la société les a amenés de rembourser? Ce n'est pas une vente anticipée de cette société. Mais justement, c'est ça le problème. On sait même... Bon, on ne peut pas encore entrer à profondeur de cette situation, mais tout ce que nous savons, c'est que l'IGF devait se ressaisir de cette situation. Pour éclaircir et retrouver cet argent et puis retourner à la base. Voilà, c'est tout. Pour le bien de tous. Oui. Et voir dans quelle mesure, en Afrique, il n'y a pas d'or, ou il y a d'or, ou alors on ne peut pas continuer à vendre ce qu'il n'y a pas à telle entreprise et puis à telle autre entreprise ou à telle autre entreprise. Non, on ne peut pas continuer. Et on va prendre 22 000 $ pour une société qui n'a rien trouvé. Qui n'a rien trouvé, mais ce n'est pas normal. Voilà un peu la situation. Moi, je pense que nous nous remettons à l'IGF. Nous nous remettons au portefeuille de l'État. Nous nous remettons au ministre des Mines pour clarifier cette situation si nous avons menti. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade ici. Donc, si le président de la République, je reviens, prenait une décision courageuse pour réorganiser toutes ces choses-là, ça va résorber tous ces groupes armés, tous ces jeunes gens qui vont prendre des armes afin de les injecter dans la recherche, du moins comme main-d'œuvre au niveau de la SOCUMO, au niveau de ces entreprises que l'État contrôle. Ce que vous dites est vrai parce qu'on a vu ce qui se passe avec l'AMIBA. Ah, pendant exactement. que l'AMIBA est en activité, oui, tous ces jeunes qui sèment la pagaille aujourd'hui ici étaient chez eux tout bonnement en train de travailler, étudier et gérer leurs affaires. Mais dès que l'AMIBA explose, le trop plein de ces jeunes, c'est ce que nous constatons à Kinshasa aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, Kinshasa est victime. Oui. Est victime de la chute de MIBA, oui, qui se trouve en Bujimaï, oui, à Kananga. Oui. Et là, puisque l'entreprise n'existe plus, oui, selon les informations en nos possessions, oui, tous ces jeunes gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont déversés à Kinshasa ici pour devenir des Wewa, oui, des taximens de motos. Oui. Voyez-les dans les rues ici, des accidents, des injures, des choses incontrôlées. Même les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa n'arrivent pas. Au Katanga, ça même, j'ai failli au Katanga, ça a failli... l'expulsion de toute une province. Oui, toute une province, oui, ça a failli créer des problèmes au Katanga. Oui. Autant à SOCUMO, ça a donné lieu aux forces, du moins aux groupes armés. Oui. Autant à Kinshasa, ça a donné naissance, la chute d'Amiba a donné naissance au Wewa. C'est que nous pouvons dire que, en quelque sorte, il y a un fonds économique, oui, à tout ce que nous connaissons comme des autres dossiers au pays.
Donc si jamais toutes les grandes entreprises, c'est comme aujourd'hui le Congo central, vous lui ravissez par exemple le port. Vous ravissez les ports. Oui. D'ailleurs, là aussi, Oui. il faut bien calculer. Oui. Nous avons voulu initier une question orale avec débat transversal au ministre des Transports. Oui, au ministre des Transports. Pour dire, mais vous allez dire, vous voulez jeter un port rail sur le fleuve entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Oui. Mais vous allez tuer le Congo central. Sur le plan économique, est-ce que vous avez calculé quelle sera la dividende que le Congo central, du moins la République démocratique du Congo, tirera, plutôt que d'investir tous ces moyens pour jeter les ports rails, pour réfectionner les chemins de fer, qui a même coûté énormément la vie aux Congolais, de Matadi à Kinshasa. Moderniser cela, vous allez dire non, port rail. Mais toutes les marchés, vous n'avez pas encore construit le port à eau profonde des bananes. Oui. Mais le port à eau profonde de Pointe-Noire est déjà en activité. Toutes les marchandises passeront par là. Et c'est Brazzaville qui va être gagnant de... Brazzaville qui va être gagnant de cette affaire. Et les conteneurs reviendront de là par ici. Oui. Et puis aujourd'hui, dans les accélérations des zones économiques, des contrats qu'on est en train de signer, nous sommes en retard par rapport à ces pays-là. Ne savez-vous pas que, monsieur le ministre, vous serez en train de vendre de la même manière à 2008, quand on a transformé des entreprises de l'État, vous serez en train de vendre justement l'État congolais aux étrangers? Non. Avec cet argent de la construction des ports rails, construisez les pots, les ports en eau profonde des bananes. Et puis deuxièmement, moderniser le chemin de fer de Kinshasa-Matadi. Alors, les ports en eau profonde viendra comme peut-être, les ports rails viendra comme un port touristique. Bon, ça viendra plus tard, mais entre-temps, le flux économique que la Belgique nous a, ce n'est pas pour rien que la Belgique a fait tout pour avoir l'accès sur l'océan. Pour avoir l'accès sur l'océan. C'était aussi que... D'ailleurs, une partie de l'Angola se trouve aussi de l'autre côté avec l'escarpement ou je ne sais pas quoi là-bas où il y a les flacs, etc. Ça, c'est une des provinces angolaises. Oui. Mais le pôle 2 avait fait son calcul pour que l'embouchure appartienne à la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, pour qu'on veuille hypothéquer ça, il faut savoir lire et interpréter l'histoire. Merci beaucoup, honorable. On sait que vous y avez fait une distinction et c'est par là que nous clôturons notre interview d'aujourd'hui. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour avoir accepté cette invitation. Et nous souhaitons que vous soyez disposés à nous recevoir chaque fois que l'actualité le recommandera de venir requérir aussi vos vues sur des questions qui préoccupent nos téléspectateurs. La porte est ouverte. Merci beaucoup, honorable. En tout cas, merci.